Si vous êtes prêts, je vais laisser la parole du coup à Yannick Péchuzal, Marie Miquel et Marc Dumas, qui vont vous présenter le travail qu'ils ont réalisé sur la question du coup des stratégies d'adaptation permettant d'améliorer la résilience des exploitations agricoles. Je vous laisse la parole. Alors on va reprendre après la petite pause repas. Heureusement, on était au frais, donc on est tous bien réveillés pour démarrer l'après-midi. Donc en fait, on vous propose de vous présenter les travaux qu'on a conduits sur l'année 2021, dont l'objectif en fait qui nous avait été confié était d'identifier des stratégies d'adaptation qui permettent d'améliorer la résilience des exploitations agricoles. Donc en fait, pour ça, on a mis en place deux approches. Une première autour d'une enquête quantitative en ligne qui a été diffusée en fait à l'ensemble des éleveurs des dispositifs Inosis Réseau d'élevage et le collectif Bioréférence Massif Central. Donc à la fois aux éleveurs bovins-lait, bovins-viande, ovins-viande et ovins-lait à l'échelle du Massif Central. Et donc cette enquête nous a permis de recueillir 163 réponses. Et on a eu une deuxième approche qui était dans l'idée d'avoir plus de qualitatif et donc d'avoir des entretiens avec des éleveurs. Donc on a recensé des élevages en lien avec les conseillers des chambres d'agriculture qui nous ont permis d'identifier des exploitations intéressantes à enquêter. Et au final, on en a sélectionné 19 et une vingtaine au final qu'on a rédigé sur 48 dans l'idée de couvrir en fait la diversité des territoires du Massif Central, également la diversité des productions et d'avoir une multitude de leviers explicités. Et donc ces enquêtes elles ont été réalisées sur 2021. Elles nous ont permis d'élaborer des fiches témoignages reprenant les leviers mis en place par les agriculteurs pour faire face au changement climatique. Donc si on revient sur le questionnaire en ligne, c'était un questionnaire relativement rapide sous forme d'un Lime Survey qui était découpé en 5 rubriques. Il y avait une petite première partie sur la présentation de l'exploitation, un deuxième volet qui visait à identifier les impacts du changement climatique sur une exploitation agricole, d'identifier pour l'éleveur quelles étaient les répercussions les plus fréquentes sur le système d'élevage et le système fourrager, et enfin quels étaient les leviers qu'il avait mis en place, qu'il envisageait ou qu'il ne souhaitait pas développer sur son exploitation. Et enfin une petite question ouverte sur les besoins en termes de référence et d'accompagnement. Donc on va vous présenter les résultats de cette enquête quantitative. Donc au final, on a eu un échantillon assez illustratif de la diversité des filières du Massif Central. Donc 163 réponses ont été obtenues sur 378 contacts potentiels, ce qui nous fait un taux de réponse autour de 43%. Ceci a été vraiment permis par le fait que l'enquête a été relayée par des conseillers auprès des éleveurs et que du coup ça nous a permis d'obtenir ce taux de réponse. Donc au final il y a 101 éleveurs bovins-lait qui ont répondu, 36 bovins viande, 18 éleveurs ovins-lait et 8 éleveurs ovins viande avec une bonne représentation des productions en agriculture biologique. Toutefois on a quand même une surreprésentation de certaines productions et départements. C'est vrai qu'on peut voir sur la Haute-Loire il y a eu une forte participation des éleveurs bovins. Donc c'est à prendre en compte dans l'explicitation ensuite des résultats. Donc quand on leur a posé la question de l'impact du changement climatique ressenti sur leurs exploitations, il y a 99% des éleveurs qui ont déclaré avoir subi au moins un aléa climatique sur la période 2014-2020. Donc ils sont bien conscients de l'impact du changement climatique sur leur exploitation. Les aléas les plus fréquents qui sont ressortis, c'est la sécheresse estivale pour 88% et la canicule pour 73%. Donc c'est ce qu'ils ont mis en avant en premier. Et quand on leur a demandé de quantifier en termes de notes d'impact par rapport à ces aléas, donc une note qui allait de 1 à 5, ils ont évalué la sécheresse estivale à 3,8,
la canicule à 3,7, donc canicule forte période de température sur plus de 3 jours consécutifs, la sécheresse de printemps et les sécheresses d'automne. Donc c'est vraiment les impacts qu'ils trouvent les plus forts sur leurs exploitations. En termes de dépenses, donc on avait demandé aux éleveurs comment ils estimaient le surcoût en fait, engendré par le dernier aléa subi sur leur exploitation. Donc il y a 111 éleveurs sur les 163 qui ont répondu à cette question-là. Et en fait, pour eux, c'est autour de 14 000 € de dépenses supplémentaires par exploitation pour un aléa subi. Et donc les 2/3, comme vous pouvez le voir, en fait, concernent les achats d'alimentation. Donc c'était en moyenne estimé à 8 800 €. Donc on n'a pas été derrière revérifier les choses, c'est du déclaratif d'éleveurs, c'est ce qu'eux ont ressenti et estimé. Ensuite, des frais exceptionnels sur la surface fourragère pour 1 500 €. Et enfin, des dépenses exceptionnelles liées plus à de l'approvisionnement en eau sur le réseau et à de l'achat de paille. Ensuite, quand on leur a posé la question de quelles ont été les répercussions des aléas observés, au niveau du système fourrager, les deux principales répercussions qui sont ressorties, c'est la baisse de production des prairies dans 78% des cas et une complémentation plus importante à la pâture pour 71% des cas, ce qui est lié en termes de réponse. Forcément, si on a une baisse de production des prairies, on la compense par un affouragement. Et également, ils ont souligné les mauvaises conditions de semis et d'implantation et une mise à l'herbe plus précoce des animaux. Et au niveau du troupeau, les répercussions les principales sont la surcharge de travail pour 57% des cas. Donc c'est essentiellement l'apport en fourrage, le réapprovisionnement en eau et puis des fois les réallotements nécessaires parce que la ressource manque. Et enfin, pour 37% des cas, une nécessité d'adapter la composition des rations. Ensuite, en troisième et en quatrième position, ils ont également souligné l'impact sur les résultats de reproduction, dans 31% des cas. Et en filière laitière, une baisse de production à la fois en quantité et en qualité du lait. Et donc, pour faire suite ensuite aux répercussions, ils ont identifié les leviers qu'ils avaient mis en place, qu'ils envisageaient ou qu'ils ne souhaitaient pas développer sur leur exploitation. Donc au niveau du système fourrager, ils ont mis en place essentiellement de la diversité des espèces au niveau des prairies, l'introduction de légumineuses dans leur assolement, l'implantation de cultures de dérobés et la rénovation des prairies. Ils envisagent de choisir des variétés plus adaptées, d'agrandir leur surface totale et de changer les techniques culturales pour préserver la réserve utile des sols. Et enfin, ils ne souhaitent pas mettre en place de systèmes d'irrigation, de faire pâturer des surfaces additionnelles ou d'augmenter la surface fourragère au détriment de la surface en grande culture. Toutefois, ces réponses, elles sont nuancées en fonction des productions. J'ai indiqué un petit zoom sur les petits ruminants où en élevage au vin lait ou au vin viande, ils souhaitent mettre en place une sécurisation de la ressource fourragère, utiliser plus de surface pastorale, valoriser des ressources agroforestières, ce qui n'était pas ressorti quand on prend le collectif total d'éleveurs répondants, et d'utiliser des surfaces additionnelles pour la pâture. Et enfin, au niveau du troupeau, ils ont déjà mis en place des stratégies pour éliminer les animaux improductifs, pour adapter la conduite du pâturage. Quand on dit adapter la conduite du pâturage, c'est mettre en place du pâturage tournant, du pâturage de nuit ou encore agrandir la surface de pâture. Ils envisagent d'aménager différemment leurs bâtiments, d'installer des réseaux d'abreuvement automatiques à la pâture et de diminuer les effectifs d'animaux. Et ce qu'ils ne souhaitent pas faire, c'est faire élever le renouvellement par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils auraient leur propre renouvellement, mais qu'ils le mettraient en pension chez un autre éleveur
pour limiter le chargement à certaines périodes de l'année, d'acheter le renouvellement à l'extérieur ou de changer de race. Et un petit zoom sur les filières allaitantes qui ont mis plus en avant des stratégies en fait, pour limiter les frais supplémentaires à la fois d'achat de fourrage et de travail, avec l'idée d'installer un réseau d'abreuvement à la pâture qui ressort vraiment fortement à 91% des cas, l'utilisation de la paille alimentaire en période d'aléa, la réduction du coût de l'utilisation de paille litière en recherchant des alternatives comme la plaquette bois ou la mise en pension d'animaux pour potentiellement à des moments de l'année diminuer le chargement. Du coup, on vous a balayé assez rapidement mais les points forts de cette enquête-là, qui a certaines limites au vu de la représentation, mais qui permet de dégager des tendances. Donc moi j'ai noté, mais je pense que vous l'avez noté aussi, 99% des éleveurs qui ont au moins subi un aléa sur la dernière décennie, même pas sur les derniers 6 ans. Je crois qu'effectivement, si on avait un doute, on ne s'est pas trompé de sujet. J'ai noté aussi 14 000 € le coût d'un aléa moyen par les éleveurs donc, qui ont chiffré ces essentiellement des dépenses supplémentaires quand on parle de pérennisation et d'obligation de s'adapter au changement climatique. Effectivement, c'est bien une nécessité, surtout si on sait que la dernière année, par exemple, de sécheresse en 2019, il n'y a eu aucune aide au titre des calamités agricoles. J'ai noté aussi une diversité de leviers d'adaptation. On parle, et ce matin, ça en a été pas mal question, sur les aspects notamment fourragers. En fait, le constat que l'on fait, il y a aussi beaucoup... Alors, c'est sans doute les premiers leviers qui sont activés par les éleveurs. C'est la ressource fourragère, c'est comment essayer de combler les déficits. Il y a beaucoup de leviers aussi qui relèvent du domaine animal. Et je pense que Marc, tout à l'heure, mettra ceci en exergue. Et puis, Marie l'a dit, voilà, on est en train de livrer 20 témoignages d'éleveurs sur ces aspects-là, sur ces aspects leviers. On a essayé de tenir compte d'une diversité de territoires dans le territoire AP3C, d'une diversité de filières, des bovins laits, des bovins viande, des ovins viande, des caprins, des ovins laits. Et puis on a essayé aussi de cibler des leviers pour avoir une diversité de leviers. Et quand on est allé sur les exploitations, on pensait souvent y aller pour 1 voire 2 leviers. Et en fait, on se rend compte qu'en discutant avec les éleveurs, c'est 3, 4, 5, 6 leviers déjà qui ont été imaginés, qui ont été mis en place, qui ont été testés, qui ont été pérennisés, plus ou moins. Il y a beaucoup d'essais. Donc, on a essayé de représenter tout ça dans ces fiches témoignages. Donc, on a mis 3 petits points de suspension à chaque fois parce qu'on a essayé de relever, pour présenter ceci, les 2 leviers principaux, mais il y a une diversité de choses. Et puis, surtout, vous allez donc trouver... Alors, je ne sais pas si ça a été mis en ligne, les premières, peut-être pas, parce qu'on les a livrées il n'y a pas longtemps, mais il y a 8 fiches témoignages donc, sur ce format-là, la même que celle que vous avez pu récupérer ce matin de Marc Dumas. Donc, un 4 pages à chaque fois, avec la présentation de l'exploitation, le ressenti sur le changement climatique, et puis, bien évidemment, la description des leviers. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on a effectivement un éleveur dans la salle, et on remercie Marc Dumas, donc éleveur laitier dans la Loire, d'avoir fait le chemin ce matin, parce qu'il va témoigner effectivement de son ressenti sur le changement climatique, éventuellement revenir sur des choses qui ont été présentées ce matin, et puis bien évidemment aussi vous faire part des leviers qu'il a pu mettre en place donc, sur l'adaptation au changement climatique tel qu'il le vit dans les mondes du Beaujolais. Voilà. Donc une rapide présentation de la ferme. Donc voilà, comme sur la carte vous le voyez, une exploitation légèrement en altitude mais pas trop, dans un sol très séchant, très peu profond, avec une production laitière bio depuis 2009, jusque-là avant conventionnelle. Donc je m'étais installé en 1982. Donc tout au long de ma carrière, il y a eu des évolutions qui ont été mises en place. Tant au niveau des surfaces, j'ai démarré avec une toute petite surface, une vingtaine d'hectares, puis progressivement il s'est rajouté des surfaces et un peu plus d'animaux. Voilà.
on remarque le plus, c'est qu'il y a un gros écart, c'est ressorti un peu ce matin, entre les sols peu profonds et les sols un peu plus profonds. Il semblerait que l'amplitude de production sur ces sols-là varie beaucoup. Donc sur mon exploitation, sur 43 hectares, j'ai 23 hectares de prairies permanentes. Et c'est vrai que dernièrement, on a une dégradation des prairies permanentes, donc qui pose quand même un peu question. Après, sur le reste de la surface, il y a des surfaces qui sont assez facilement labourables parce qu'un peu plus profondes et pas trop de relief. Donc sur ça, il y a plutôt une rotation un peu rapide avec du maïs pour une petite partie. J'ai conservé du maïs, je vous expliquerai pourquoi après. Donc c'est environ 2 hectares, de 2 à 3 hectares en fonction du parcellaire. De la céréale à paille, donc du métail, un métail triticale, avoine, blé et pois fourragés. Et puis sur des sols prairies temporaires qui sont plus difficiles, plutôt en longue durée. Alors, donc la céréale à paille, par contre, est suivie par une implantation de prairies courte durée, raigrats hybrides, trèfle violet. Voilà. Et les sols plus difficilement labourables, parce que beaucoup de relief risque d'érosion, c'est plutôt derrière une prairie temporaire longue durée de 4 à 5 ans, de l'orge, suivi d'un sorgho et de nouveau un métail. Et justement, on en parlait aussi ce matin, je vais peut-être le dire tout de suite, ça sera peut-être un peu, il y aura des questions qui se préciseront par rapport à l'implantation des prairies. C'est quand même un peu difficile à savoir s'il vaut mieux les implanter au printemps ou à l'automne. Il y a eu des échecs un peu des deux côtés. Donc la dernière stratégie, c'était un peu semer à l'automne dans une céréale un peu de graminée qui s'implante mieux. Comme on a des hivers plutôt plus doux, en principe, la graminée arrive à s'implanter dans le métail. Et au printemps, faire un sursemis de légumineuses et éventuellement un peu de plus de graminées. Alors, au niveau temps de travail, c'est un petit peu compliqué, mais ça permet d'assurer un peu le coup. Et ce qui permet qu'après la moisson, on peut quand même faire pâturer ces surfaces-là. Si on a un sol qui, par rapport à la portance, la question a été abordée ce matin, comme c'est sur une céréale qui est implantée de l'automne d'avant, on a une meilleure portance, quoi. Et puis les chaumes disparaissent assez facilement, et voilà. Et ça amène quand même un bon complément alimentaire. Donc sur cette surface, j'ai une trentaine de vaches laitières. Enfin, j'avais, parce que là je suis en cours de transmission, enfin même j'ai transmis mon exploitation. Mais donc j'ai fait le choix pour des raisons d'organisation de travail et puis par rapport à une demande du lait bio, de faire des vélages groupés à l'automne. Alors, ce qui peut peut-être paraître un non-sens au point de vue ressources alimentaires, mais comme nous, on a des sécheresses importantes, depuis que je suis installé, j'ai souvent, presque tout le temps nourri un mois l'été. Et dernièrement, c'est plutôt presque 2 mois, voire plus. Voilà, il faut quand même faire un complément, pas forcément à 100%, mais un bon peu. Et donc, un choix d'un vélage groupé à l'automne, ce qui permet de produire du lait d'hiver sur des fourrages conservés. Donc là, j'ai en 2 traites. Et à partir du printemps, je passe en monotraite, pour des raisons de temps de travail et d'organisation. Donc c'est volontairement, je stocke plus, alors il y a un peu un coût, hein, je stocke plus d'aliments conservés qui redistribués l'été. Mais par contre, du fait que c'est monotraite, elle pâture aussi beaucoup plus facilement loin du siège d'exploitation. Voilà un peu la stratégie. Donc ça passe aussi par l'aménagement des points d'eau. Il y a eu des plantations de haies. Voilà, le pâturage peut se faire que si elles sont en bonne condition. Enfin, voilà, ça paraît évident pour tout le monde, je pense. Et puis, pour des raisons de choix aussi, au printemps, j'aime bien que toutes les bêtes soient sorties. Donc, même les petites génisses, comme elles sont nées assez à l'automne, elles ont presque 6 mois. Ça permet de sortir tout le monde au printemps, de bénéficier de la pousse de l'herbe sous cet angle-là, avec une mise à disposition d'une cabane mobile pour qu'elles puissent se mettre à l'abri, et une transition alimentaire, ce qui permet de maîtriser le parasitisme. Jamais eu de gros problèmes de parasitisme par ce biais-là, quoi. Elles ont du foin à disposition, un tout petit peu de céréales, les juste pour la transition, et des points d'eau aménagés. Voilà. Et du coup, ça permet quand même d'avoir une bonne croissance sur les génisses. Ensuite, d'autres évolutions de la ferme. Donc, j'ai démarré avec des Holstein, et puis avec le passage en bio
Et puis les difficultés que je rencontrais dans la race, je suis passé au croisement 3 voies. J'avais envisagé de changer de race éventuellement, mais c'est quand même compliqué. Plus, comme j'avais introduit la conversion bio, il aurait fallu prendre des animaux en bio. Donc pour moi, je commençais à m'approcher aussi de l'âge de la retraite pour vraiment avoir vraiment du recul sur une race autre et constituer un vrai bon troupeau, il faut du temps. Donc par croisement 3 voies, je partais de mes animaux. Donc mes Holstein, je les ai croisés à Montbéliard. Donc ça, c'était relativement facile. Il y avait du Montbéliard disponible à la COP d'élevage. Donc voilà, ce qui permet d'avoir tout de suite des animaux avec un gros phénomène d'hétérosis très intéressant, qui vont très bien. L'ennui, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Assez vite, je suis arrivé à ce constat. Donc c'est là que je me suis recherché un peu et que je me suis orienté sur le croisement Procross 3 voies avec la rouge suédoise. Voilà, qui est une race qui est un peu moins connue, mais qui se met quand même de plus en plus, où il y a des très bons fonctionnels au niveau pied, au niveau mamelle. Donc j'ai beaucoup gagné là-dessus. C'est un peu après coup que j'ai constaté, mais avec la rouge suédoise, mes vaches en monotraite ramenaient beaucoup plus le lait à la maison. Les Holstein, souvent, elles avaient les pattes sales parce qu'elles perdaient le lait en pâture. Et du coup, elles ne reprenaient pas de l'état aussi facilement. Alors qu'avec la rouge suédoise, elles ont des meilleurs sphincters. Ça allonge le temps de traite un peu, mais voilà, ça se passe. Elle a l'avantage aussi d'avoir des sabots noirs pour la plupart et des bons pieds. Chose que j'avais un peu perdue avec la Montbéliard. Ça correspondait à mes sols aussi caillouteux où il y avait des fois des corps étrangers qui se glissaient entre les sabots. J'avais eu presque un peu plus de soucis quand j'avais les premières F1, quoi. Surtout que c'est de la bête assez lourde. Donc voilà, il y a toujours le pour et le contre de chaque choix, hein. Avec le F1, on avait des bêtes qui ont fait des très bonnes réformes. Et avec la rouge suédoise, on a rediminué un peu le gabarit. Mais ce qui n'est pas incompatible avec la pâturage, un grand temps de pâturage. Voilà. Voilà pour ce qui est des vaches. Après, par rapport aux vaches, oui, là c'est ressorti. Donc il y avait un réseau mis en place, enterré, pour distribuer l'eau dans les parcelles, parce que c'est des sols filtrants avec très peu de cours d'eau, même pas de cours d'eau du tout, c'est juste des mares, mais qui sèchent l'été, puis avec des conditions sanitaires un peu limites, quoi. Enfin, tous les points d'eau ont été aménagés quand même, avec des bacs à flotteurs. Comme on a de la pente, si le point d'eau s'y prête, on met un bac à flotteur, et sinon carrément un réseau enterré, plus une tonne à eau avec flotteur pour les parcelles pâturées ponctuellement. Voilà. Et puis face un peu aux difficultés climatiques, la réserve d'eau était à peine suffisante au niveau d'un puits. Donc là, c'est avec une ferme voisine, on a fait une retenue tampon de façon à stocker. C'est pas une très grosse retenue, hein, c'est pour pouvoir compléter la réserve en eau, quoi. Pour les mois d'été. Alors en plus l'eau, ça se décale un petit peu. Des fois, ça va presque jusqu'à fin septembre, voire octobre, avant que le puits reprenne de l'avance, quoi. Donc ça permettait de tamponner. Par rapport au confort, comme j'ai tout l'été jusqu'au mois de septembre, au premier vélage, courant septembre, disons que j'ai qu'une traite par jour. Donc c'est une traite le matin. Donc c'est plutôt confortable par rapport aux mouches et au niveau de la température. Donc ça ne posait pas gros problème, mais j'ai mis en place des brumisateurs et ventilateurs en salle de traite, surtout utilisés à partir du moment où j'ai une traite le soir. Parce que souvent le soir c'est beaucoup plus pénible, les mouches sont présentes, il fait chaud, voilà. Donc ça a été aussi un petit aspect de confort pour les animaux et pour l'éleveur aussi, hein. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Par rapport, comme étant passé en bio, donc forcément j'ai introduit des légumineuses beaucoup plus, bien que j'en faisais déjà avant, hein, mais beaucoup plus de légumineuses dans ma rotation. Donc dans les prairies temporaires, il y a forcément beaucoup de légumineuses. Et donc, comme la légumineuse s'implante plutôt plus au printemps, c'est pour ça que je me suis mis à faire les semis sous couvert. Puis ça correspondait aussi à une problématique d'érosion. Si on se rend compte qu'on a quand même, c'est difficilement chiffrable sur une ferme, hein, mais un risque d'orage plus important, tardif, avec un ruissellement. Alors qu'on avait plutôt moins, il semblerait qu'on avait moins de soucis avant. Avant, on avait un peu un schéma un peu calé, c'était rotation, maïs, très gras, céréales éventuellement. Après le maïs, ça dépendait des parcelles, mais c'était un peu toujours calé. Alors que là, je trouve qu'il a fallu plus improviser, inventer, quoi, un peu. Voilà. Donc on a juste, sans rien de calé complètement encore, quoi. Voilà.
C'est un peu toute une recherche qui se fait. Dans le cadre d'essai aussi, j'y pense maintenant, on avait fait aussi un essai une année maïs-soja. Le soja semé au milieu du maïs. Il a été fait des pesées dans le cadre d'un essai régional, mais en fait, ça n'apportait pas grand-chose de plus. Donc, il y avait trop de concurrence à la levée et du coup, le maïs rendait moins. Donc, globalement, ça n'a pas apporté. Donc, en fait, dans mon système, pour amener la protéine, c'est par la luzerne, quoi. Luzerne, les trèfles. Et après, pour des raisons de coût, optimiser le pâturage. Voilà, toujours. Alors, c'est vrai que la pâture, sur une vingtaine d'heures, voire 22 heures quand monotraite, eh ben, ça permet de. Elles sont vraiment à la pâture, quoi. Mais il faut qu'elles soient dans de bonnes conditions, quoi. Il ne faut pas juste les envoyer et puis les oublier, quoi. Être sûr qu'elles aient de l'ombre, de l'eau, de l'herbe de qualité, et voilà. Et au besoin, un complément, quoi. Alors, dans la présentation, j'ai rajouté en bas des points d'interrogation, parce qu'il me semble qu'on avait discuté des aspects luzerne. C'est souvent la plante, par définition, résistante à la sécheresse, qui passe bien partout. Vous y mettiez un bémol, il me semble. Oui, alors la luzerne, on a des sols assez acides, donc c'est pas toujours là où elle se plaît le mieux. Donc avec de l'apport de carbonate, on a réussi à en faire, si ce n'est qu'avec une rotation, comme là je disais, je les faisais plutôt dans les prairies, où elle reste 4 ans. Je fais seulement 2 céréales avant de replanter une. Il semblerait qu'il y ait un problème de maladie. Derrière, elle rend rarement assez. Enfin, elle est beaucoup plus fragile. Donc, j'avais un peu remis d'autres plantes. Mais dès qu'on met du trèfle ou du dactyle ou trèfle dactyle, des choses comme ça, pour espacer la luzerne avant d'espérer la réintroduire plus facilement. Voilà. Et j'avais vu quelques études. Il semblerait que si on fait 4 ans de luzerne, il serait bien d'avoir 4 ans d'arrêt avant de recommencer. Et ça s'avérait un peu être ça, quoi. J'ai tenté de faire quelques apports je pensais un peu du côté de la potasse. Donc en bio, on est un peu limité. Il doit y avoir le pentène kali ou un truc comme ça qui est autorisé. Mais ça n'a pas donné des résultats. À la limite, avec les effluents d'élevage, ça doit être suffisant, je pense. Donc voilà ce qui était un peu la limite. Par contre, ce que j'ai remarqué, des graminées comme le dactyle, si on a une exploitation un peu sévère, pas trop laissée vieillir, on n'a pas mauvais résultats. C'est un peu long à implanter la première année, mais après on a une bonne productivité. Alors à condition après, il faut y arriver à mettre du trèfle blanc quasiment, trèfle hybride, parce que si c'est juste le trèfle violet, il disparaît complètement, on n'a plus que la graminée. Donc c'est un petit peu, c'est un peu empirique, des petites des remarques, mais en sol très léger, le dactyle se débrouille assez bien. Surtout que sur l'exploitation, chez nous comme il y a des pentes et des sols filtrants, on a des mouillères. Et il y a eu un captage de mouillère qui a été fait sur une bonne partie de l'exploitation, ce qui fait que du coup on a un sol un peu plus homogène, on a un ressuyage régulier. Sinon le dactyle, je pense, craindrait les pieds dans l'eau. Donc c'était pas trop un inconvénient. Vous parlez captage de mouillère, donc c'est peut-être ce qui a servi à faire la retenue collinaire. Assez naturellement, disons qu'on accélère un petit peu l'écoulement dans les vallons, dans les coteaux pour que ça se regroupe en fond de vallée. Et ce qui permet de faire une retenue, voilà. Par contre, j'ai vu irrigation, on avait évoqué la période où j'étais en GAEC et on l'a laissé un peu de côté parce que pour des raisons de coût, moi sur la ferme, il n'y a pas un site qui s'y prête vraiment. Et puis après, ça remet en cause vraiment toute l'exploitation. Hein. Je ne veux pas dire que ça ne serait pas faisable dans certains cas, même avec un système avec peu de maïs, hein, parce que la luzerne, ça peut pousser aussi. Hein. Mais par contre, en sol granitique, je pense que ça restera une limite en sol acide de vraiment produire en luzerne, quoi. Alors vous confirmez par là les résultats de l'enquête en ligne qu'a présenté Marie tout à l'heure, puisque en fait, quand on a fait cette enquête en ligne, on pensait que l'irrigation serait plébiscitée par un grand nombre d'éleveurs. Et en fait, on est sur des taux de réponse positive assez faibles, effectivement, parce que toutes les exploitations ne s'y prêtent pas. Et puis parce que ça devient aussi compliqué souvent de se lancer dans un projet d'irrigation. Il y a un élément, je pense, c'est le premier, sur la contractualisation des achats. Donc vous avez des déficits, vous constatez des déficits. Alors depuis longtemps, puisque vous l'avez dit, vous êtes installé déjà sur une exploitation qui était très intensive, très chargée. Et il n'a pas fallu attendre, je dirais, 2017 pour connaître vos premiers déficits. Néanmoins, vous avez choisi, donc, vous, de contractualiser des choses, des achats, pour compenser. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faites ? Oui, c'est qu'en fait, déjà au moment où je suis passé en bio, donc il y a eu l'étude prévisionnelle qui faisait ressortir un manque de fourrage. C'est du fait que la protéine devait être produite sur la ferme pour ne pas acheter du tourteau de soja bio qui coûte très cher. Donc ça veut dire que ça demandait plus de surface.
Donc les premières années, j'ai acheté un petit peu de foin de luzerne. Et puis c'est avéré que du foin de luzerne en botte ronde qui venait de la Drôme, on n'en transportait pas trop, donc ça faisait des coûts assez élevés, bien que j'avais trouvé un producteur qui faisait de la bonne qualité. Et après, il s'est avéré que j'ai trouvé 8 hectares. Alors j'ai commencé 5 la première année, après j'ai augmenté une ferme quelqu'un faisait que des végétaux, et il faisait des rotations, 2 tiers le céréales, 2 tiers luzerne ou trèfle, et après pour mettre de la céréale. Et donc en achetant le fourrage sur pied, c'était à une vingtaine de kilomètres de la ferme, j'ai fait pour plusieurs années, ça me sécurisait, quoi. Donc première coupe en enrubanné, si le temps allait bien, hein, plus 2 coupes de foin, donc ça me faisait de la prairie temporaire de bonne qualité. Et puis après, en fin d'année, quelques fois de l'enrubanné, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Et là, ce qui permettait d'avoir une maîtrise de la qualité du fourrage, comme je sais moi-même qui le faisais, je maîtrisais un peu plus, quoi. Je savais ce que j'avais, quoi. Voilà. Et j'ai jamais loupé, ça s'est toujours plutôt bien passé. Voilà. Et puis bon, c'est à 20 km avec, on a une banque de travail là en CUMA, avec une CUMA à côté. Donc les collègues, en enrubanné, j'arrivais un petit peu après l'ensilage d'herbe sur notre secteur. Donc les collègues venaient m'aider à ramener le fourrage avec des tracteurs. Et voilà. En une journée, c'était... Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Après, quelquefois, ça m'arrivait de racheter encore un petit peu plus, ou du foin pour des génistes, foin de prairie naturelle. Hein, c'est... En fonction des années, on voit les années de sécheresse, elles s'enclenchent un peu. Alors le maïs, on pourrait se dire pourquoi faire du maïs. J'avais gardé un peu le maïs, ayant des vélages très groupés. À l'automne, pour moi, je trouvais que c'était sécurisant de sortir les bêtes dans des trèfles violets raie-gras, ayant mangé une ration de maïs plante entière, quoi. Alors un maïs plante entière qui des fois avait une valeur assez faible, ce qui explique l'achat aussi, je crois que ça ressort, de maïs épi. Ce qui a permis aussi indirectement de diminuer les céréales à paille, puisque des fois par besoin, j'en ai eu ensilé, suivi de sorgho. Donc du coup, si je supprimais les céréales à paille en moisson, forcément, enfin, quoi que ce soit métail ou orge, quoi, ça obligeait d'acheter un peu plus d'amidon. Parce qu'en fait, je mise quand même, je faisais 2 tiers de la production de l'année sur les mois d'automne, quoi, automne-hiver. Et c'est à ce moment-là où mes lactations marchaient à fond. Je tournais à des réalisables entre 7005, 8005 assez facilement à l'automne. Et comme après, au printemps, je passais en monotraite, là, ça baissait beaucoup. Mais en fait, je retrouvais avec des vaches qui avaient une mamelle comme presque si elles venaient de véler. Donc là aussi, ça motive un peu plus à traire. Alors qu'autrement, traîner des vaches 2 fois par jour pour traire très peu de lait, moi, je trouvais que ce n'était pas très motivant. Enfin, ça me motivait beaucoup plus de traire une seule fois par jour. Et après, on a sa journée devant soi, aussi bien en semaine pour faire les travaux des champs que le week-end pour les sorties, les enfants, la vie privée. C'est souvent le week-end, les week-ends d'été où il y a plus de choses. Voilà. Ça me gênait moins de traire 2 fois par jour à l'automne que... Et puis avec un troupeau d'une trentaine de vaches, ça permet de faire un lot de génisses assez homogène. Et les dernières retardataires sont en croisement industriel, grâce à viande ou illuminées pour la garde. Voilà, on trouve toujours des solutions, quoi. Alors, il y a autre chose que vous avez contractualisé dans les achats, c'est du maïs épi. Oui, maïs épi, il y a eu un partenariat avec des céréaliers avec la dauphinoise, là, qui s'appelle, je ne sais plus trop comment, changer de... Enfin, voilà. Oui, voilà. Donc ça permet un peu de savoir où on va, quoi. Quand c'est... Mais ce n'est pas sur des quantités importantes. Hein. C'est demi-camion, exceptionnellement un camion complet, mais normalement c'était un demi-camion de maïs épi. Hein. C'est pas sur des... C'est pour avoir du maïs, justement au démarrage de lactation, avec un petit troupeau, quand ça se met à véler, il n'y en a pas trop d'animaux, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir le silo maïs plante entière. Donc le silo de maïs plante entière était distribué octobre, novembre, décembre. Je ne cherchais pas à avoir du maïs tout le temps, c'était plutôt visé sur le début de lactation, pour aussi assurer un veau par vache par an à peu près. Parce que du fait que j'ai des vélages groupés, ça veut dire qu'il faut une bonne repro pour garder ces vélages groupés. Et là aussi, le croisement en 3 voies m'a rendu service par rapport à la Holstein pure. J'ai des vaches beaucoup plus faciles à faire reproduire, quoi. Voilà. Plus toniques. Et malgré tout, la production elle était un peu variable parce qu'en fonction de la qualité des fourrages, je ne cherchais pas à compenser en céréales à fond. Donc, malgré le monotraite sur 5 mois, c'était une production autour de 7000, quoi.
Ça allait en gros entre 6005 et 7005. Jusqu'à la dernière année, j'ai dû faire 7006. Ça n'a pas été un objectif à tout prix, hein, mais voilà. Mais je misais vraiment sur une... Et puis bon, à Biolay, moi je vends le lait à Biolay, on a une forte baisse du prix au printemps, du fait qu'il y a un surplus de lait bio au printemps, donc ça correspondait. Hein. Compte tenu que je ne pouvais pas faire du lait à l'herbe, vraiment tranquillement l'été, eh ben, je préférais faire le lait à l'automne. Au niveau temps de travail, c'est pareil, c'est une période où je trouvais que c'est plus facile de consacrer au troupeau, quoi. Une fois les semis de céréales de fête, ben voilà, c'est le troupeau, c'est le soin aux veaux, c'est la reproduction. Voilà, donc c'était assez... Voilà, le système qui allait de cette façon. En fait, on voit que dans tous les leviers que vous avez mis en place, tout est lié. Hein, il y a pas de, déjà, il n'y a pas de hasard, mais tout est lié. Et je voudrais rajouter, si vous le permettez, un point sur un autre avantage de la monotraite dans votre cas. C'est que Dominique, qui est là, qui est Pommiès, qui a fait les premiers essais de monotraite, je pense à Orcival, pourra compléter. Quand on fait de la monotraite, on a une concentration des taux, notamment taux protéiques. Et on ne peut pas commercialiser un lait de consommation, et vous savez que le lait bio, c'est beaucoup de lait de consommation, à moins de 31,5 de TP. C'est interdit, on ne peut pas reconcentrer un lait. Donc un acheteur de lait bio, quand il a des laits à moins de 31,5, il le déclasse. Donc au lieu de le payer 500 €, il le paye 385 à l'éleveur. Et effectivement, dans les aspects chaleur, canicule l'été, on a des vaches qui décrochent en taux et des livraisons qui peuvent être en dessous de 31,5, donc très pénalisant. Et donc le fait de pratiquer la monotraite l'été, je pense, et vous me corrigerez si j'ai une bêtise, permet de reconcentrer déjà un petit peu ces taux, d'éviter les accidents. Et puis surtout, il y a des éleveurs dans votre région qui, notamment pour des achats de maïs épi, on dit beaucoup une exploitation elle est résiliente quand elle est autonome. Bon, elle est autonome. Il n'y a pas forcément une nécessité d'autonomie. Tout dépend du prix de vente du lait, du produit notamment. On peut se permettre des achats si on vend un produit à un niveau honorable. Et donc, pour éviter ceci, il y a des éleveurs qui, effectivement, achètent du maïs épi juste pour reconcentrer la ration et aller chercher des taux et pas être pénalisés sur le prix du lait. Je ne sais pas si c'est un des objectifs aussi. Oui, si. Mais de toute façon, c'est aussi l'apport d'amidon au moment du vélage. J'ai remarqué que sans concentrer un peu la ration, on perdait après sur la repro, sur les taux. Donc l'investissement peut être assez rentable en tant que tel. Il ne faut pas forcément raisonner zéro achat. Alors après, j'ai pas trop. C'est difficile comme ça se fait en plusieurs fois, du moins c'est un peu en plusieurs années. Le croisement 3 quelle incidence ça a eu? Ça a pu jouer aussi favorablement. Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne joue pas favorablement, surtout en gardant des critères de taux raisonnables. Voilà, c'est un peu tout un ensemble. Hein, c'était une évolution voilà, sur la ferme. Hein, et c'est jamais fini. Alors c'est pareil, donner un peu de sorgho plutôt que du conservé à l'automne, ça peut des fois donner un petit coup de motivation à aller au pâturage pour les vaches. Ben voilà, c'est un peu tout un ensemble de différentes choses. Et par contre, les interrogations que j'ai dernièrement, là, avec l'accumulation des sécheresses à répétition, c'est la dégradation des prairies naturelles. Parce qu'en sol très peu profond, moi ça représente 23 hectares, donc ça représente une bonne part de l'exploitation, et à partir du moment où ça ne rend plus là, sur ces surfaces-là, ça peut vraiment pénaliser, quoi. Alors avec la difficulté, c'est qu'elle se dégrade d'autant plus en sol peu profond, parce qu'on se rend compte que les bas-fonds, tout le sol un peu plus profond, même si elles produisent peu, elles restent en place. Et en sol très superficiel, c'est compliqué. On ne peut même pas labourer parce que de toute façon, ce n'est pas souhaitable pour l'érosion. Et puis, donc, ce qui a été tenté, c'est plutôt par travail superficiel, un peu de déchômeur, ensuite la herse rotative, semer une prairie, pas une prairie, une céréale à métail à l'automne. Ça permet de dégrader un peu le feutrage, réintroduire éventuellement un sorgho en dérobé et une prairie derrière. Voilà ce qui est mis un peu en place. Ça a été fait sur une petite surface, mais peut-être qu'il faudra arriver à en faire plus. Mais avec la difficulté que souvent les prairies naturelles, on a une partie qui vaut quand même le coup d'être gardée, une partie qu'il faudrait refaire. C'est pas toujours très simple, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une grosse interrogation. Puis refaire une prairie pour mettre quoi comme espèce, quoi. Et c'est là que le dactyle semble donner un peu de satisfaction, mais avec une exploitation un peu particulière. Si on a une TP, une prairie temporaire, qu'on fauche au printemps, tout va bien. À partir du moment où les animaux vont dès le printemps, il faut gérer aussi les piaisons. Donc voilà, c'est tout des recherches. Je pense qu'il y a beaucoup
de piste. Et puis après, c'est pareil, une prairie temporaire permanente, c'est un sol couvert en permanence. Dès qu'on introduit une prairie temporaire, on découvre un moment ou l'autre. Donc, quelle logique on a par rapport à ça? L'exposition du sol au soleil, l'évaporation. Donc, je pense qu'il y a toute une technique de mulching à mettre en place ou des choses comme ça, quoi. Bon, vous l'avez compris, Marc, pour sa retraite, il pourra se reconvertir en conférencier, parce que je crois qu'il y a des choses à raconter. Et le 4 pages qu'on a fait, on a vraiment été obligé de synthétiser, parce que c'est très, très riche et surtout très, très cohérent. Voilà. On va peut-être vous laisser, le temps qui reste, poser les questions si vous souhaitez poser des questions. Merci beaucoup à vous trois. Je vais laisser la parole à Stéphane. Comme c'est souvent la première question qui est compliquée. Juste une question, parce que c'est souvent évoqué, là, ces problématiques de contractualiser. Alors, bon, vous l'avez fait avec quelqu'un qui est un voisin donc, et un ami, apparemment, si j'ai bien compris. Nous, on a parfois des petits groupes qui essayent de se mettre autour de ça. Mais par exemple, si je prends une année comme cette année, où ça a été quand même peut-être un peu plus favorable au niveau fourrage, la luzerne, vous l'avez quand même prise si vous n'en aviez pas besoin. Enfin, comment ça se passe, on va dire, au niveau de cette contractualisation? Parce que c'est un peu la problématique des céréaliers qui veulent bien trouver des acheteurs, mais ils disent, ouais, mais si on voudrait les avoir tout le temps, quoi. Oui, effectivement. Alors là, j'ai fait non-stop à partir du moment où je prenais le fourrage sur pied, jusqu'à ce que cette année dernière, où je n'ai pas pris, puis comme j'ai arrêté l'activité. Mais autrement, j'ai pris non-stop. Et puis, par contre, les achats que j'avais avant, une année, je sais que j'ai repris un camion chez quelqu'un parce que j'en avais pas tellement besoin, mais c'était le stock de sécurité. Donc je l'ai fait quand même. Et pour moi, je trouve que c'est quand même tranquille, quoi. Alors c'est un peu plus facile pour quelqu'un qui a pas mal d'années d'activité, qui n'a pas trop d'endettement, hein. J'en conviens qu'un jeune qui commence, s'il s'achète un stock de sécurité, c'est quand même coûteux, quoi. Mais voilà, hein, dans certains cas, il faut... Moi, j'ai toujours... Alors, les premières années, c'était souvent un peu tendu, j'achetais pas de fourrage, et c'est des fois un peu angoissant de se trouver sans trop savoir comment on va nourrir les animaux, quoi. Et je trouve que pour être tranquille et avoir une bonne qualité de ration en fourrage grossier, il faut les avoir quand même sur sa ferme, quoi. Si on court après les fourrages, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Dans les fiches témoignages qui seront publiées prochainement, il y a un éleveur qui constitue chaque année, qui achète chaque année, notamment les années où il a de l'avance, comme cette année, il a quand même acheté du fourrage. Constitue un stock d'avance, l'intérêt c'est que cette année, il a trouvé du fourrage pas cher. Voilà, donc moins cher que les années de crise, donc ça peut être une solution, hein. C'est une épargne de précaution quelque part. Par contre, là, c'est effectivement une transaction de gré à gré, enfin une contractualisation de gré à gré. La Dauphinoise, donc la coopérative, alors qui s'appelle peut-être plus comme ça, hein, mais de lait, contractualise du maïs épi, qui était avant destiné à du maïs grain, contractualise chaque année du maïs épi avec les éleveurs. Alors, effectivement, il y a les bonnes années et les mauvaises années, mais c'est tout le principe d'un contrat, quoi. C'est-à-dire que si j'en prends pas les années bonnes, le contrat, il va pas loin, quoi. Mais c'est pérenne, parce que ça fait 3 ou 4 ans maintenant que ça existe. Donc, Effectivement, Yannick l'a dit tout à l'heure, vous retrouverez toute l'intégralité des fiches témoignages, du coup les 20 fiches témoignages sur le site du CIDAM notamment, et puis sur bien d'autres endroits. On vous en a distribué une, celle de Marc Dumas, et je ne sais pas si vous l'avez vu à l'accueil, on avait plastifié du coup les 8 premières, du coup que vous pourrez aussi consulter à la fin du colloque, où vous avez sûrement consulté ce matin. Je vais prendre une autre question. S'il n'y en a pas dans la salle, je crois qu'il y a des questions en visio. Mais du coup, on va... Oui, je vais donner la parole à Émeric. Merci beaucoup pour votre témoignage très intéressant. Je voulais juste, avec un peu de recul, déjà vous avez l'air assez satisfait hein, de votre exploitation et de l'état dans lequel vous l'avez transmise. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que la conversion en agriculture biologique a été pour vous, on va dire, une vraie transition pour vous aider à avancer vers une plus grande résilience avec des leviers, des échanges en groupe aussi, peut-être avec d'autres éleveurs, avec de l'accompagnement qui vous ont permis vraiment de faire avancer tous ces leviers. Et finalement, au niveau de l'économie de l'exploitation, voilà, est-ce que vous vous y êtes retrouvés? Oui, ben alors, il y a 2 aspects. C'est vrai qu'il y a longtemps que je pensais un peu au bio.
Et compte tenu qu'il n'y avait pas d'acheteurs sur la zone, c'était un peu compliqué. Il a fallu vendre en direct, donc ça remet en cause beaucoup plus de choses sur l'exploitation. Et du jour où Biolay avait une tournée par chez nous, ben voilà, j'y suis allé, il n'y avait pas trop de raisons. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est que ça a été un peu un coup de boost aussi, quoi. Comme j'ai dit, je me suis installé en 82. J'avais un peu fait le tour du métier, quoi. Enfin, si on peut le dire comme ça, quoi. Alors que là, il y avait un peu un certain défi, avec pas trop de risques financiers, je l'admets, quand même du stress, parce que les années de sécheresse sont arrivées, des années pas trop de fourrage. Il a fallu trouver ce fourrage, mettre en place un peu ça, quoi. Enfin, c'est pas instantané. Sur ma ferme, du début, je savais que ça ne serait pas possible de faire le lait. Alors, il y aurait pu avoir une autre stratégie, c'est de diminuer le litrage. Hein. Mais je suis passé dans les années où une année, j'ai dû vendre 210 000 litres parce que Biolay cherchait du lait, nous laissait la possibilité d'en faire plus. Comme j'avais un peu les génisses, parce que du fait que je me gardais une petite marge au cas où, pour garder les vélages groupés, au cas où les animaux se décalent, je triais une fois les vélages faits pour m'assurer mon litrage. Donc là, ces années-là, je les ai plutôt gardés. Donc c'est là que ça a aussi amplifié peut-être l'achat extérieur. Hein. Donc voilà, parce que forcément, la ferme ne pouvait pas suffire. Donc c'est assez compliqué à appréhender qu'est-ce qui vient du changement climatique et ce qui vient du passage en bio et de la production complémentaire, quoi. Et puis vice-versa, les dernières années, là, Biolay avait trop de lait, comme il y a eu des conversions, et moi, je me disais que j'étais aussi bien placé que d'autres à baisser, quoi. Donc il y avait des aides un peu pour des incitations à baisser au printemps. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Hein. J'ai diminué le nombre d'animaux jusqu'à aller ne pas acheter de fourrage l'année dernière. Voilà. C'était un peu une transition. Mais c'est vrai. Et puis par contre, c'est vrai qu'on a, même avec le contrôle laitier, on a eu beaucoup d'échanges avec les éleveurs, des échanges de terrain. Souvent, ils nous disaient, bon, on ne va pas vous faire une ration top niveau pour avoir le potentiel maximum de vos vaches. De toute façon, vous n'allez pas acheter le complément qui va vous manquer. Donc après, on va essayer d'anticiper. Le bio, je pense, c'est ça. Anticiper pour avoir ce qu'il faut au moment où on a besoin, quoi. Dès la conversion, par exemple, j'ai fait des simulations de ration pour voir quelle quantité de maïs il fallait que je garde pour quand même avoir un niveau énergétique important, mais sans acheter de tourteaux de trop. Voilà. Donc là, j'achetais quand même un petit peu, entre 4 et 6 tonnes, ça dépend des années, de maïs, de soja, graines de soja extrudées. Donc aussi pour le démarrage de lactation. Voilà, donc j'ai quand même équilibré un peu la ration parce que je me suis rendu compte en n'en achetant pas les premières années que de toute façon les bêtes n'étaient pas mieux, qu'il valait mieux caler un petit peu. Et après j'ai introduit aussi le tanin de châtaignier, les périodes où on a beaucoup d'azote soluble. C'est autorisé en bio et ça permet de tamponner un peu les PDIN, quoi. C'est un mode de tannage naturel, quoi. Voilà. Mais c'est des tout petits compléments, hein, c'est des périodes. Avec l'urée qui analysait tous les mois, plusieurs fois dans la paille de lait, quand ça commençait à flamber, à passer à 35, j'introduisais un peu de tanin, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que vous insinuiez, mais la production biologique n'est pas une garantie de résilience, encore moins face au changement climatique, parce qu'on a tendance à dire que les élevages bio sont climato-sensibles, au contraire, puisqu'il y a beaucoup de choses dont ils se privent. Les achats d'alimentation qui coûtent cher, l'azote minéral qui permet d'assurer une première coupe au printemps, même quand il gèle tardivement. Enfin, voilà. Donc, ils sont plutôt très, très sensibles à ces aspects-là. Ce qui fait leur résilience ces derniers temps, c'était le prix du lait et les aides. Voilà. Des choses qui sont... le prix du lait, en ce moment, c'est pas brillant et les aides sont en train de disparaître, quoi. Voilà. Donc, attention, quoi. Les élevages bio, on dit qu'ils sont climato-sensibles. Oui. Et leur économie aussi. Après, moi, c'est vrai que c'est ressorti un peu dans tout ce qui a été dit ce matin. Ce que j'ai ressenti, moi, sur le nombre d'années, c'est qu'on crée un écart entre les sols vraiment profonds. Alors, bien qu'on n'a pas des sols exceptionnels dans notre région, mais malgré tout, ça peut faire de très, très gros écarts. Et moi, je vois même des voisins, éleveurs allaitants, qui se posent des questions sur des sols qui ont tendance un peu à se salir, à prendre de la ronce. Qu'est-ce qu'ils vont sortir à l'avenir, quoi ? Est-ce que ça vaudra encore le coup ? Est-ce que... Voilà, on va jusque-là presque. Si en plus la production viande n'est pas suffisamment rémunératrice, est-ce que ça vaudra le coup ? Est-ce qu'il y aura de la déprise ? On ne sait pas trop. Hein. Voilà. Il y a encore les primes qui peuvent contrebalancer certaines choses, mais voilà, on peut se poser quelques questions. Hein. Voilà. On va prendre les questions de la visio.
Il y a deux questions pour vous. La première concerne la retenue collinaire et avec le changement climatique. Est-ce que vous avez des doutes sur le remplissage hivernal ? En fait, ce n'est pas une retenue, c'est quand même un stock tampon. Donc en principe, ça remplit. Ce n'est pas des gros volumes. Ce n'est pas comme si une retenue collinaire pour l'irrigation, en vue de l'irrigation. Hein. C'est sécuriser de l'abreuvement, simplement. Voilà. Donc ce qui fait que c'est assez... Ça peut passer. Le site pourrait, à la limite, s'y prêter à de l'irrigation. Donc il y a quand même du bassin versant, quoi. Donc ça n'a pas posé problème. Voilà. Et la deuxième question, donc à distance, c'est est-ce que malgré tous ces aléas et toutes les évolutions que vous avez dû faire, est-ce que les résultats économiques étaient à la hauteur de vos attentes à vous ? Oui, enfin, je n'avais pas des objectifs faramineux parce que je n'avais pas d'endettement, donc il n'y avait pas un gros besoin. Mais c'est vrai que sur une exploitation comme moi, j'avais un EBE autour de 60 000 euros, ce qui était assez confortable pour... alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des heures de travail, mais voilà, pour un rapport... voilà, d'ailleurs, ce qui explique la transmission, quoi. Moi, j'avais fait un stage transmission. On regarde comment on chiffre l'exploitation. Bah, à la limite, c'est une exploitation qui est transmissible, quoi. Alors, il y aura sûrement des choses à remettre dans certains investissements à refaire que je n'ai pas fait les dernières années. Enfin, comme ne sachant pas du tout, puis ce qu'on fait, on ne fait pas 3 ans avant la retraite ou 5 ans avant la retraite, ça ne convient pas forcément aux repreneurs. Donc, voilà. Donc, c'était plutôt... à cause du lait bio, déjà, ça a un prix qui était quand même un peu haut. Et puis, un système assez économe quand même, quoi. Voilà. Mais pas sans acheter du tout. Je ne me suis jamais mis cette... j'ai remarqué quand même que si on cale un peu la ration, les bêtes se portent mieux, quoi. Sans chercher des objectifs, comme je disais, hein, j'ai accepté facilement presque 1000 litres de production par vache d'écart d'une année à l'autre, hein, parce que c'était la qualité des fourrages qui faisait la différence. Je vais garder quelques animaux de plus. Voilà. Est-ce que c'était la dernière question ? Alors oui, une dernière, et puis après, on passera à la conclusion. Je voulais vous poser une question par rapport au recul que vous avez de votre carrière d'éleveur. Parce que ce matin, on a vu des résultats qui commençaient aux années 80 et jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à 2050. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous, par rapport à ce que vous faisiez dans les années 80 et ce que vous faites aujourd'hui, notamment en termes de pratiques culturales ou même sur les animaux, qu'est-ce qui a le plus changé, en fait ? Je pense que ce qui est le plus significatif, c'est la sécheresse d'été, quand même très fréquente et qui s'allonge ces dernières années. Alors, cette année, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'était l'inverse, on ne pouvait presque pas faire de foin, difficile à faire sécher. Et puis, forte chaleur quand même. Je crois que c'est un des phénomènes importants, quoi. Que c'est peut-être encore plus difficile à contrecarrer les fortes chaleurs. Autant la sécheresse, au pire, on amène du fourrage, il faut trouver la solution, mais on peut faire quelque chose. La forte chaleur, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. C'est là que je remarque. Et puis après, non, il n'y a pas d'autres choses très nettes, hein. C'est surtout ça qui... Après, peut-être aussi qu'il faut se tenir prêt. Je pense qu'on est plus dans des écarts. Donc cette année, c'est ce qu'on a eu. Pour la première année, donc, comme je sème des prairies sous couvert, et ben, au moment de la moisson, le trèfle était trop haut. Et heureusement, techniquement, on a des palliatifs. Du coup, c'est la première année que je faisais un boudin de céréales humide pour pouvoir... il fallait bien dégager. Plus j'attendais, plus le trèfle montait. Voilà. Et alors après, on arrive à se débrouiller. Comme on a aussi l'enrubanage. Avant, pour une petite parcelle, c'était bazar de mettre en route l'enrancileuse. Et ben là, on fait de l'enrubanage. On coupe au bon stade. Donc je crois que c'est un peu aussi une... Comment je dis ? Il faut se tenir prêt à toute éventualité. Il ne faut pas avoir un schéma trop... Alors ça peut paraître un peu bête, j'ai payé du plastique pour mon maïs, pour ma céréale à paille, alors que j'ai des cellules pour stocker. Mais si je mets une céréale alors, en bio avec le risque des insectes, de la céréale qui va moisir, mieux vaut le mettre dans un boudin, quoi. Voilà, il faut se tenir un peu prêt à tous les... Je crois que c'est surtout ça qui va faire la différence. Alors que les premières années, je pense alors peut-être que j'y étais moins prêt aussi, j'avais plus un schéma calé d'avance. Voilà. Alors que maintenant, je pense que c'est... Mais d'un côté, ça m'a motivé aussi, hein, de rechercher, d'échanger avec des collègues. Bon, il y a des petits échecs. Alors, l'échec est d'autant plus facile à absorber quand on n'a pas d'endettement, hein. Je reconnais que pour des jeunes, ça peut être un peu plus stressant de ne pas voir trop où ils vont, quoi.
surtout s'ils ont de l'endettement. Donc je pense que ça aussi, ça peut passer. La résilience passe un peu aussi par un endettement maîtrisable, quoi. Enfin, voilà. Bien, merci. Donc on va conclure par des remerciements. Merci à Marc Dumas, déjà, pour ce témoignage aussi riche. Aux éleveurs. Aux autres éleveurs, à ces collègues là qui ont aussi témoigné, dont vous pourrez retrouver aussi des témoignages aussi riches dans les fiches, à nos collègues de l'Institut qui ont réalisé certaines des autres fiches, et puis aux collègues des réseaux Inosis, donc des chambres d'agriculture, pour les relais et le repérage des fermes qu'ils ont pu faire pour qu'on puisse aller collecter tous ces témoignages. Merci. Merci beaucoup.